Sur une route verglacée du Montana, un ancien Navy SEAL freina si brutalement que son chien fut projeté en avant, car à travers la tempête de neige tourbillonnante, il venait de voir quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à voir. Une femme, serrant un nourrisson contre sa poitrine, avançait à pas lents dans la tempête. Derrière elle, de jeunes enfants chancelaient dans des vêtements légers, peinant à la suivre, leurs pas déjà effacés par la neige fraîche. Chacun d'eux tremblait sous les rafales glaciales, leurs traces disparaissaient déjà sous la poudreuse, et quand l'air coupant les transperçait comme des griffes, elle ne poussa aucun cri de désespoir, ne laissa échapper aucun hurlement. Elle avançait simplement, comme si rester en vie n'était pas un choix, mais une peine qu'elle avait appris à purger sans se plaindre. Alors le SEAL s'élança dans la tempête hurlante, les bourrasques déchirant sa veste, et prononça les mots qui allaient changer leur destin à tous. « Viens avec moi, personne ne s'en sort seul. Avant de commencer, partage avec nous ta position, et si cette histoire touche ton cœur, abonne-toi pour d'autres récits de bravoure, d'altruisme et de liens indestructibles. Ton soutien compte énormément. » Le soir glacial pesait de tout son poids sur la route du Montana. Les bourrasques traçaient des cicatrices pâles dans l'obscurité, comme si la terre elle-même frémissait sous la tempête. Dans le vieux pick-up, Jack Carter, 35 ans, ancien Navy SEAL, un homme forgé dans les tempêtes silencieuses, serrait le volant plus fort. Ses paumes, calleuses et marquées par des années à forcer des portes et à tirer ses frères blessés à l'abri, se contractaient sans réfléchir, alors que le véhicule glissait sur une plaque de glace dissimulée. La lumière du tableau de bord éclairait les angles marqués de son visage, des pommettes saillantes, une mâchoire forte ombragée par plusieurs jours, sans rasage, et des yeux semblables à du métal gelé, des yeux qui avaient vu bien plus qu'il ne dirait jamais. Son compagnon canin, Thor, un berger allemand sable de 4 ans au poitrail puissant et aux oreilles toujours en alerte, bougea sur le siège passager. Son pelage hérissé captait la lumière comme des cristaux de glace. Il avait été entraîné à détecter la peur, la peine et les frissons humains les plus subtils. Et ce soir-là, son grondement grave résonna dans l'habitacle. Jack n'avait pas de destination urgente, pas comme autrefois. Il rentrait simplement vers la vieille propriété familiale que ses parents avaient laissée, celle qui était partie en fumée 2 saisons plus tôt alors qu'il servait à l'étranger. Il avait imaginé ce retour comme paisible, vide, peut-être même anesthésiant. Mais la tempête s'intensifiait, les flocons acérés fouettaient le pare-brise, réduisant la visibilité à un étroit couloir blanc. Puis Thor grogna soudainement, non contre le vent, mais contre quelque chose de vivant. Jack leva naturellement le pied de l'accélérateur. Ses phares balayèrent une forme accroupie au bord de la chaussée. Au début, cela ressemblait à un vieux poteau en bois tombé, partiellement enfoui sous la neige. Puis la forme bougea et Jack retint son souffle. Une femme apparut dans la lumière, silhouette mince, enveloppée dans un châle de laine usé au motif Lakota, sa longue chevelure noire collée à son visage par le givre fondant. Son teint, normalement d'un bronze profond, avait pâli jusqu'à devenir inquiétant. Elle tenait un nourrisson fermement contre sa poitrine, le berçant comme si la tempête allait le lui arracher. Derrière elle, 4 autres enfants suivaient, tous jeunes, tous tremblants, leurs vêtements bien trop légers pour un froid aussi brutal. Thor poussa un aboiement perçant. Jack écrasa la pédale de frein avec une telle force que le véhicule dérapa avant de se stabiliser. « Merde !» souffla-t-il, son cœur battant comme en plein combat. Ce n'était pas de la peur, juste un pur réflexe. Il passa la voiture au point mort et sortit dans le vent glacial. La femme s'immobilisa. Même épuisée, elle se plaça en position de protection, épaules légèrement en avant, les pieds ancrés malgré la neige qui glissait sous eux. Ses grands yeux, ouverts et vigilants, mêlaient peur et détermination. Elle avait l'air d'une femme habituée à affronter seule le danger. « N'approchez pas », murmura-t-elle d'une voix éraillée, serrant le nourrisson contre elle. Jack leva lentement les 2 mains gantées, paumes tournées vers elle. Il observa chaque détail, le tremblement de ses membres à cause du froid et de l'épuisement.
La teinte violacée des lèvres des enfants, la façon dont la plus grande se plaça entre sa mère et l'étranger, comme une barrière tremblante. Il vit le pendentif argenté au cou de la femme, un bijou Lakota traditionnel gravé d'un cheval au galop, et remarqua combien elle protégeait farouchement les petits derrière elle. Sa formation de SEAL lui avait appris à évaluer les gens en un instant. Elle n'était pas hostile. Elle était à bout, sur le point de craquer, mais refusait d'abandonner. Thor sauta du siège avant, atterrissant doucement près de Jack, en alerte mais non menaçant. Des flocons collaient à sa truffe, le transformant en gardien silencieux. La voix de Jack, quand il parla enfin, était douce et posée, comme celle qu'il utilisait autrefois avec les civils traumatisés en zone de guerre. « Viens avec moi, dit-il. Personne ne s'en sort seul. » Pendant un instant, il ne resta que le vent hurlant sur la route et le rythme régulier de son cœur. Les yeux de la femme vacillèrent, des flocons de neige s'accumulant sur ses cils. Elle ne versa aucune larme, elle n'exprima aucun mot de désespoir. Elle regarda simplement ses enfants, leurs jambes fléchissantes, leurs mains rougies, et quelque chose dans sa détermination se fissura juste assez pour laisser entrer une lueur de foi. Elle hocha légèrement la tête, à peine perceptible. Jack réagit aussitôt, avec douceur, soulevant les enfants un à un pour les installer dans l'habitacle chauffé. Thor recula pour leur faire de la place, se postant entre les petits et la sortie comme un gardien. Le nourrisson poussa un léger cri lorsque la chaleur atteignit ses joues, puis se calma. La femme monta en dernier, s'arrêtant un instant pour regarder derrière elle, le long de la route déserte, comme si elle s'attendait à ce que la tempête elle-même la poursuive. Jack referma la porte derrière elle, sentant le poids de sa décision s'ancrer profondément dans ses os, ce poids familier qui donne un sens. Il remonta dans le siège conducteur, augmenta le chauffage et quitta la route principale, en direction de la cabane qu'il comptait affronter seul. Ce soir, elle ne serait pas vide. Elle serait le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait encore. La cabane s'emplit d'une chaleur discrète, celle qui s'installe lentement, comme des flammes qui trouvent leur rythme. La neige frappait les vitres en rafales nerveuses, mais à l'intérieur, l'air portait le calme fragile de ceux qui n'avaient pas connu la sécurité depuis bien trop longtemps. Les enfants s'étaient regroupés sous des couvertures épaisses tirées d'un vieux coffre en cèdre. Leurs visages ne portaient plus la teinte bleutée inquiétante qu'ils avaient au bord de la route. Même Thor, le berger allemand sable de 4 ans de Jack, était allongé près du feu avec une vigilance paisible, ses yeux dorés suivant chaque mouvement. La femme s'était installée près des flammes, le dos droit malgré la fatigue. Ses longs cheveux noirs retombaient sur ses épaules, encore humides de la neige fondue. Le châle qu'elle portait, un motif Lakota traditionnel dans les tons rouges profonds et charbon, avait durci en séchant. Sous celui-ci, son corps paraissait maigre mais résolu, une forme de résilience forgée non par choix, mais par nécessité. Lorsqu'elle révéla enfin son nom, Maya Thunderhawk, sa voix portait le poids discret de ceux qui choisissent leurs mots avec prudence, comme si chacun méritait d'être mesuré avant d'être prononcé. Son histoire émergea lentement, non par volonté de cacher, mais parce que les souvenirs blessaient. Son père avait disparu dans ces montagnes du Montana 15 ans plus tôt, laissant derrière lui des prières sans réponse et une famille refusant de pleurer un homme sans sépulture. Après son départ, le monde de Maya devint fragile. Sa mère, inquiète pour l'avenir de sa fille, accepta qu'elle épouse un homme d'une autre famille Lakota, dont les coutumes étaient aussi anciennes que la terre elle-même, mais dont les exigences dépassaient ce que Maya pouvait offrir. Son mari, Malik, avait autrefois été un homme aux épaules puissantes et au silence digne, mais l'alcool avait transformé cette dignité en obsession. Il voulait un fils. Chaque fille le plongeait davantage dans le ressentiment, et ses mains, autrefois habiles à travailler le cuir et à fabriquer des arcs, devinrent des outils de colère. Il y eut d'abord des regrets, des larmes, des matins lucides. Puis les regrets s'estompèrent, les marques s'approfondirent. Maya ne haussa jamais la voix en racontant. C'est cela, comprit Jack, qui rendait son récit encore plus douloureux. Quand les enfants s'endormirent enfin, l'un d'eux appuyé contre Thor comme contre une couverture vivante, Jack s'approcha pour s'asseoir face à elle.
La lumière du feu dessinait les lignes dures de son visage, la mâchoire marquée, la trace d'une vieille cicatrice au-dessus du sourcil. La barbe de plusieurs jours, mais son regard s'adoucissait, passant du métal à quelque chose de fatigué, de vrai. Il parle doucement, comme le font parfois les soldats revenus à la vie civile, portant encore en eux la poussière et la fumée. La propriété de mes parents a brûlé il y a 2 hivers, dit-il. J'étais à l'étranger. Je ne suis jamais arrivé à temps. Il n'ajouta rien, mais la façon dont ses yeux s'abaissèrent révélait le poids de cette peine. L'odeur de pain brûlé flotta entre eux. Il continua, partageant des fragments de sa dernière mission, non pas les parties classifiées, seulement les plus personnelles. Opération Crépuscule silencieux, 3 captifs sauvés, 5 frères tombés. Il n'expliqua pas comment leur visage hantait encore ces nuits, ni le goût métallique de la défaite qui persistait longtemps après son retour, mais la tension dans ses poings, la manière dont son pouce caressait la marque sur son poignet, en disait long. Maya l'observa attentivement, comme quelqu'un qui connaît le danger observe une flamme, attirée par sa chaleur, mais prudente face au feu. Elle ne l'interrompit pas. Elle ne montra pas de pitié. Elle l'écouta simplement, un don plus précieux que la compassion. Thor releva la tête comme s'il ressentait le poids dans la respiration de Jack. Le chien toucha doucement son coude, l'ancrant. La bouche de Jack se courba en un semblant de reconnaissance. Le feu crépita, la neige griffait la vitre. 2 vies qui n'auraient jamais dû se croiser commencèrent à s'entrelacer doucement. Enfin, Maya murmura « Tu portes des esprits. »« Toi aussi, » répondit Jack. Cette vérité resta suspendue entre eux, fragile mais unifiante. 2 parcours brisés réunis sous un même toit, non par le destin, mais par la nécessité. Maya resserra la couverture autour de son nourrisson, dont les petits doigts s'accrochaient à sa poitrine. Elle regarda ses filles endormies le long du mur et laissa échapper un souffle tremblant de fatigue, non de peur. « Pour la première fois depuis des années, » murmura-t-elle, « elles dorment sans sursauter au moindre bruit. » Jack hocha la tête, bien que l'émotion ait durci sa mâchoire. « Tu es en sécurité ici, dit-il, une promesse faite par un homme qui n'en faisait jamais à la légère. » La tempête dehors redoubla, secouant l'entrée de la cabane. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose de plus doux commençait à naître. Pas encore la foi, mais une reconnaissance silencieuse. Les âmes brisées résistent parfois mieux quand elles cessent de vouloir résister seules. Les flammes s'étaient apaisées en braises rougeoyantes. Thor posa la tête sur ses pattes. Maya s'adossa au mur, les paupières lourdes, sa respiration lente et régulière. Jack veillait sur eux, la femme, les enfants, même la tempête, avec l'alerte tranquille d'un homme qui avait trop perdu et qui avait juré de ne plus jamais perdre. Et quelque part, dans ce petit abri marqué par le temps, 2 âmes abîmées commencèrent à percevoir les premiers battements d'un possible apaisement. La tempête s'éloigna le lendemain après-midi, laissant un ciel blessé et une fine couche de givre sur tout ce que les bourrasques avaient touché. La cabane, bien qu'ébranlée et réparée à plusieurs endroits, avait tenu bon face à l'immobilité glaciale. Jack passa les premières heures dehors à réparer l'abri des chevaux, une structure basse aux planches tordues et aux charnières rouillées. Ses gants, raides de froid, tenaient le marteau avec une précision automatique. Le rythme du travail l'ancrant, lui permettant de calmer ses pensées comme le repos ne le faisait plus. Thor restait à proximité, tournant lentement autour de l'abri. Son pelage sombre brillait sous une lumière pâle, et de temps en temps, il fixait la cabane, comme s'il sentait aussi bien les troubles humains que ceux de la nature. À l'intérieur, Maya se déplaçait en silence dans les pièces modestes, remettant un peu d'ordre dans ce qui existait. Sa longue chevelure noire était tressée librement dans son dos, la corde sombre balançant doucement alors qu'elle se penchait pour ramasser du petit bois ou épousseter de vieux draps. Ses filles l'aidaient avec douceur et hésitation, pliant des couvertures, disposant des gobelets en métal, chaque geste soigneux, comme si elles craignaient que l'abri ne s'effondre au moindre bruit. Lorsqu'elle s'agenouilla près du vieux lit en cèdre pour chercher d'autres couvertures, ses doigts touchèrent quelque chose de solide. Une boîte en bois, petite, carrée, au coin usé par des décennies de manipulation.
Elle la tira vers la lumière. Les enfants se figèrent. Maya souleva le couvercle. L'air s'échappa de ses poumons dans un souffle brisé. À l'intérieur reposait une couverture tissée, bleu profond, parcourue de lignes blanches et argentées en forme d'éclairs brisés. Aucune famille ne tissait ce motif de la même façon, et celle-ci portait sans aucun doute la marque de sa lignée. Les bordures étaient usées, la laine adoucie par le temps, mais elle reconnaissait les mains de son père dans chaque torsion, chaque fil. Ses doigts tremblaient en la touchant. Le parfum du bois brûlé et de la sauge d'antan semblait s'élever de ses plis. Elle aperçut des souvenirs, son père la hissant sur ses épaules, la couvrant de cette même couverture pendant les hivers rudes, fredonnant des mélodies anciennes qui flottaient comme de la fumée dans l'obscurité. Une tempête se forma derrière ses yeux. Quand Jack franchit le seuil, brossant le givre de sa veste, il remarqua le changement dans sa posture avant même de voir la couverture. La voix de Maya était à peine audible, fragile depuis l'intérieur. « Où avez-vous trouvé ça ?» Jack se figea, son souffle se bloquant. Il n'avait pas besoin de voir la couverture. Il savait exactement laquelle c'était. Il l'avait gardée cachée, non par manque de respect, mais parce qu'il n'avait jamais pu se résoudre à l'affronter. Il ôta lentement ses gants, comme si dévoiler ses mains rendait la vérité plus difficile à cacher. « Il y a 15 ans, commença-t-il d'un ton calme mais vide, mon véhicule a dérapé dans un col de montagne. Une tempête est arrivée sans prévenir. Je me suis retrouvé suspendu au bord d'une falaise. Je ne sentais plus mes jambes. Maya ne bougea pas. Un homme est apparu, poursuivit Jack, sorti de nulle part, Lakota. Carrure puissante, longs cheveux noirs, des yeux doux malgré le froid. Sa mâchoire se contracta. Il m'a couvert avec cette couverture, a tenté de me tirer de là. Thor s'approcha, sentant la tension dans l'air. Jack déglutit avec difficulté. Il m'a libéré, mais le sol sous ses pieds, il a cédé. Le silence devint insupportable. Maya porte une main à sa bouche. Son corps trembla, non de chagrin, mais du poids de la vérité. Le moment, le lieu, le motif de la couverture. Il ne pouvait y avoir aucun doute. C'était son père. Elle se leva d'un coup, serrant son bébé contre elle et appelant ses filles. Leurs grands yeux allaient de leur mère à Jack, percevant quelque chose d'immense, de brisé. La poitrine de Jack se serra d'effroi alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. La neige s'engouffra lorsqu'elle ouvrit la porte. Maya. Il la suivit dehors, le froid lui mordant la peau. Elle continuait d'avancer à travers la poudreuse fraîche, ses bottes s'enfonçant profondément à chaque pas. Jack la poursuivit, son souffle formant de la buée dans l'air gelé. « Maya !» Il l'appela de nouveau, la voix tendue. « S'il te plaît !» Elle ne s'arrêta que lorsque ses enfants, trop fatigués, cessèrent de la suivre. Le bébé pleurait doucement contre son épaule, ses petits doigts entremêlés dans sa tresse. La voix de Jack se brisa. « Ton père a donné sa vie pour sauver la mienne. » Une rafale de vent s'éleva, tirant sur son châle. « Je ne suis jamais allé voir votre famille, dit-il. Je n'ai jamais informé personne. Je me suis convaincu que ce n'était pas mon affaire. Mais pour être honnête... » Il baissa les yeux, la culpabilité creusant de nouvelles marques sur ses traits. « J'étais terrifié de ce que je vous avais volé, terrifié de voir l'expression que vous pourriez m'adresser aujourd'hui. » Le regard de Maya brilla d'une souffrance si profonde qu'elle semblait plus ancienne que la tempête qui les entourait. « J'ai survécu, souffla-t-il, et lui non, et j'ai porté ce poids chaque jour depuis. » Les enfants se serrèrent contre leur mère, leur souffle formant une brume délicate entre eux. Maya cligna des yeux avec force, luttant contre les larmes. Sa voix trembla. « Comprenez-vous ce que cela signifie ?» dit-elle doucement. « D'attendre 15 ans quelqu'un qui n'est jamais revenu. » Jack releva la tête. La réponse se lisait dans sa posture, dans ses épaules affaissées, dans sa vulnérabilité exposée. « Oui, répondit-il, plus que vous ne le croyez, les rafales devinrent plus douces, comme si elles écoutaient. » Maya regarda ses enfants, épuisés, transis, tremblants. Puis la cabane, qui luisait faiblement à travers la poudreuse. Sa peine ne diminua pas, mais quelque chose de sensé, de maternel, de solide, prit le dessus. Elle inspira un souffle tremblant. « Je ne vous offre pas le pardon, dit-elle. Pas ce soir. »
Jack hocha la tête, recevant le coup pleinement. « Mais les enfants, murmura-t-elle, ont besoin de chaleur, d'abri et de repos. » Elle se tourna vers la cabane. « Nous retournons. » Et sur ces mots, elle passa devant lui, ses filles marchant derrière elle comme une délicate procession, laissant Jack debout dans le givre, sa honte exposée sous le ciel cendré du Montana. Les jours qui suivirent adoptèrent un rythme fait de gestes silencieux et de souffles retenus. La neige demeurait en petite butte, transformant la propriété en un paysage blanc et paisible. Pourtant, dans la modeste cabane, la vie recommença à émerger lentement, timidement, comme si le confort était quelque chose qui devait se réapprendre. Chaque matin, Jack travaillait dès le lever du soleil, fendant du bois derrière l'abri, tandis que sa respiration formait des nuages réguliers. Ses larges épaules et ses mouvements précis, façonnés par des années d'entraînement militaire, rendèrent la tâche simple en apparence, même si chaque coup de lame portait ses propres fantômes. Ses cheveux sombres lui retombaient souvent devant le visage lorsqu'il se penchait pour empiler le bois fendu, adoucissant l'image d'un homme forgé dans l'acier. Thor restait près de lui, son regard attentif, suivant chacun de ses gestes avec une loyauté inébranlable. À l'intérieur, Maya trouva son propre rythme. Sa silhouette grande et fine se mouvait avec une élégance silencieuse, tandis qu'elle apprenait à ses filles comment disposer les couvertures, préparer des repas simples et chanter les anciennes berceuses Lakota le soir. Son teint, d'un bronze profond sous la lumière du feu, semblait retrouver peu à peu son éclat naturel. Parfois, elle rassemblait un petit fagot de sauge séchée et l'allumait près de la porte. La fumée montait en volutes légères, s'élevant alors qu'elle offrait une prière de remerciement aux esprits et à son père disparu. Jack ne comprenait pas d'abord ces cérémonies, mais il restait immobile par respect, ses yeux sombres emplis de réflexion. Il avait passé sa vie régie par des ordres et des procédures, où l'endurance venait de la volonté et non de la croyance. Observer Maya accomplir ces gestes modestes, enracinés dans la tradition, le deuil et le courage, modifia quelque chose en lui. Cela adoucit des surfaces durcies par le combat et le remords. Il commença à montrer aux enfants quelques capacités simples. Comment arranger correctement le petit bois, comment sentir la brise avant d'allumer une flamme, comment se positionner derrière lui ou Maya si un véhicule inconnu approchait. L'aîné, avec ses cheveux noirs raides et son attitude défensive, l'observa d'abord avec méfiance. Mais bientôt, elle répéta ses consignes aux plus jeunes, décidée à contribuer à la protection de sa famille. 7 jours passèrent ainsi, paisibles, sans hâte, mais non vides. Puis les moteurs arrivèrent, et les enfants furent les premiers à les percevoir. Un grondement mécanique profond perçant le silence hivernal avec une intensité étrange. Les oreilles de Thor se dressèrent. Jack leva les yeux de la lucarne qu'il réparait, son corps se figeant instinctivement. Un camion sombre et lustré entra dans la clairière, projetant de la neige en s'arrêtant. Derrière lui suivait la voiture du shérif du comté. La scène parut immédiatement inquiétante, trop propre, trop soignée pour le chemin chaotique menant à sa propriété isolée. La portière du camion s'ouvrit et Malik en sortit. Il était grand, large d'épaules, avec des traits qui avaient pu autrefois être beaux, mais que l'amertume avait défigurés depuis longtemps. Ses cheveux noirs étaient attachés à la nuque, bien que plusieurs mèches retombaient sur son front, marquées par des années de colère et d'alcool. Sa mâchoire portait la barbe négligée de plusieurs jours, et ses yeux, vifs, plissés, soupçonneux, observaient la cour avec une assurance qui fit accélérer le sang de Jack. Derrière lui apparut le shérif Thomas Whitaker, un homme d'une 50aine d'années, corpulent, au visage usé et aux cheveux gris clairsemés. Son uniforme semblait un peu trop serré, mais il tenait sa posture avec l'assurance mesurée de quelqu'un qui avait géré trop d'accidents divers et trop de disputes domestiques pour être facilement secoué. Le sourire de Malik se tordit en une grimace lorsqu'il aperçut Maya à travers la vitre. « Bien !» cria-t-il d'une voix forte et moqueuse. « Regardez ça, ma femme qui joue à la petite famille avec un militaire. » Maya sortit lentement, le nourrisson fermement tenu dans ses bras.
Ses filles se rassemblèrent derrière elle comme de petits moineaux effarouchés. Les marques sur ses poignets, traces verdâtres en voie de guérison, restaient visibles. Jack se plaça entre elle et Malik sans prononcer un mot. Thor se posta à ses côtés, son pelage légèrement hérissé, mais son attitude maîtrisée, prêt à recevoir un signal. Malik ricana. « Tu pensais pouvoir m'échapper? Tu croyais pouvoir me voler mes enfants ?» Sa voix était rauque de colère, mais sous celle-ci, une autre chose, plus sombre, la possession. Le shérif Whittaker leva une main. « Restons calmes ici, tout le monde. » Il s'approcha de la cabane et évalua la situation. Jack, solide comme un roc. Maya, tremblante mais résolue. Les enfants, blottis derrière elle. Thor, alerte et prêt. L'expression de Whittaker s'adoucit lorsqu'il posa les yeux sur la plus jeune, agrippée à la jambe de sa mère. À l'intérieur de la cabane, Whittaker posa quelques questions, pas intrusives, pas accusatrices, mais réfléchies, mesurées. Et l'espace parla pour Maya bien avant qu'elle n'ouvre la bouche. La manière dont les enfants tressaillaient à la voix de Malik, les marques sur les poignets de Maya, la peur sur le visage de sa fille, à l'idée de retourner avec lui. Quand Maya raconta enfin sa fuite, d'une voix calme, posée, sans exagération, Whittaker l'écouta sans interrompre. Ses traits burinés se durcirent avec une compréhension née de trop nombreuses années à voir des femmes franchir la porte du poste avec ce même regard. Whittaker se tourna vers Malik. « J'ouvre une procédure pour violence domestique, déclara-t-il. Vous vous présenterez demain matin au tribunal local. » Les narines de Malik s'élargirent. « Tu ne peux pas séparer ma famille de moi. Ils ne sont pas en sécurité avec toi, » répondit Whittaker sans détour. Jack sentit une partie de la tension se relâcher. Pas une victoire, mais le soulagement de voir enfin quelqu'un reconnaître ce que Maya avait enduré pendant des années. Malik fixa Jack du regard. « Ce n'est pas terminé. » Il pointa un doigt vers les enfants. « Vous rentrez tous avec moi demain. »« Non !» répondit Maya d'une voix douce. « Nous ne rentrons pas. » Le shérif escorta Malik dehors. L'homme remonta dans son véhicule, claquant la portière si fort que le bruit résonna contre les collines nues. La neige éclata sous les roues, tandis qu'il repartait à toute vitesse, laissant derrière lui un nuage d'échappement et des menaces amères. Whittaker resta un instant de plus. « Je ferai tout ce que je peux, » dit-il à Maya, sa voix plus douce. « Toi et les petits méritez mieux. » Puis il toucha son chapeau, regagna sa voiture de patrouille et quitta la propriété. Le silence retomba sur le ranch, lourd mais plus d'effet. Jack regarda Maya, elle le regarda, et même si aucun mot ne fut prononcé, quelque chose passa entre eux. La reconnaissance que le monde extérieur avait enfin vu la part de son histoire qu'elle n'avait jamais pu raconter sans risquer la punition. Thor se pressa contre la jambe de Jack, sentant la tension se dissiper peu à peu. La tempête reviendrait sous une autre forme. Des papiers, des témoignages, des décisions capables d'influencer leur avenir. Mais pour cet instant, debout dans la clairière silencieuse, Maya et ses enfants étaient exactement là où ils devaient être, sous un toit qui ne les laisserait pas geler, aux côtés d'un homme qui ne les laisserait plus jamais affronter seuls le danger. Le bâtiment municipal du comté de Carbon était une modeste structure en briques bordée de peinture blanche, écaillée par le froid hivernal. À l'intérieur, la salle d'audience portait une légère odeur de cire de pin et de vieux papier, un parfum qui imprégnait les bancs et les boiseries comme un souvenir persistant. Les rayons du matin traversaient les hautes fenêtres, répandant une lumière dorée douce dans toute la pièce. Maya se tenait à l'avant, droite et digne, malgré la tension qui raidissait ses épaules. Ses longs cheveux noirs étaient soigneusement tressés le long de son dos, et la teinte bronze de sa peau semblait presque rayonnante sous la lumière. Elle portait une robe sombre, simple, prêtée par une femme généreuse que Whittaker avait contactée, un geste de bonté que le shérif avait jugé approprié pour le tribunal. Dans son regard, on lisait une détermination plus forte que toutes les tempêtes qu'elle avait affrontées. Jack était assis quelques rangs derrière, sa présence inébranlable. Sa carrure solide, sa mâchoire définie et son calme imposaient un sérieux tranquille dans la pièce.
Il portait une chemise en flanelle propre et un jean usé, sa posture droite d'ancien militaire trahissant son anxiété, même si son visage restait impassible. Thor reposait à ses pieds, attentif, son pelage sombre brillant dans les bandes de lumière. Même si les chiens n'étaient pas autorisés dans la salle, Whittaker avait soufflé aux gardes. Il fait partie de l'histoire, et personne n'avait protesté. La juge Margaret Hale dirigeait l'audience, femme d'une 60aine d'années, ses cheveux argentés relevés en chignon, ses yeux bleus perçants ne laissaient rien échapper. Des plis de compassion marquaient son visage, équilibré par l'autorité d'une femme, ayant traité durant des décennies des affaires de mineurs, d'agriculteurs et de familles perdues dans l'obscurité hivernale. Sa voix alliait douceur et fermeté. Lorsque Maya commença à parler, la salle retint son souffle. Elle raconta les premières années de son union, comment Malik avait été tendre autrefois, comment le désir d'un fils s'était transformé en amertume, comment l'alcool avait comblé les fissures de ses frustrations jusqu'à ce que la colère devienne la seule langue parlée dans leur foyer. Elle décrivit les marques apparues sur ses bras, la peur dans les yeux de sa fille à chaque porte claquée. Sa voix ne trembla pas. Elle portait la force d'une femme qui avait trop enduré pour faiblir maintenant. Elle décrivit la nuit de la tempête, comment elle avait serré son bébé contre elle, rassemblé ses filles et fui dans un blizzard qui pouvait les tuer, parce que rester les aurait tuées plus lentement. La juge Hale écouta attentivement, son expression s'adoucissant à chaque mot. Le shérif Whittaker s'avança ensuite. Il se tenait fermement, la masse de sa veste beige tendue sur sa carrure. Son visage marqué portait la même gravité que celle qu'il avait affichée lors de nombreuses crises à travers la région. Il raconta ce qu'il avait observé sur la propriété de Jack. La façon dont les enfants avaient reculé à l'apparition de leur père, les marques encore visibles sur les poignets de Maya, la posture défensive qu'ils adoptaient derrière Jack et le refuge paisible, ordonné, que l'ancien Seal avait créé en seulement quelques jours. La voix de Whittaker était mesurée, mais dans son regard brillait une fureur qu'il ne se permettait presque jamais lorsqu'il portait l'uniforme. Malik, assis sur le banc opposé, gardait les bras croisés sur sa large poitrine. Ses longs cheveux sombres étaient attachés négligemment, et la légère rougeur de ses yeux trahissait soit l'alcool de la veille, soit une matinée passée à bouillir de rage. Sa mâchoire se contracta lorsque Maya parla. Il leva les yeux au ciel durant le témoignage de Whittaker. Il ricana quand le caractère de Jack fut évoqué, mais il ne pouvait rien contre la vérité qui emplissait l'atmosphère. Après un long silence, la juge Hale rendit sa décision. La salle demeura parfaitement immobile alors que sa voix résonnait. L'union est dissoute, la garde complète revient à la mer. Une ordonnance restrictive entre immédiatement en vigueur. Monsieur Malik, il vous est interdit d'approcher Madame Thunderhawk ou ses enfants à moins de 300 mètres. Maya ferma les yeux, non par triomphe, mais sous l'effet d'un soulagement si profond qu'il vida sa poitrine. Malik bondit sur ses pieds, la rage déformant ses traits, mais deux agents s'avancèrent avant qu'il ne puisse parler. Le marteau de la juge frappa une fois, net, indiscutable. Lorsque l'audience prit fin, Jack accompagna Maya et ses filles dehors, marchant à son rythme, comme s'il craignait de perturber la solennité du moment. Thor frotta sa tête contre la jambe de l'aîné, lui offrant un réconfort silencieux. Pour la première fois depuis des années, Maya inspira un air qui avait le goût de la liberté. La propriété les accueillit de nouveau dans le calme léger du givre et du bois craquant. Le travail reprit presque aussitôt, non par obligation, mais parce que les nouveaux départs exigent des gestes concrets. Jack construisit une pièce supplémentaire, ses bras puissants soulevant les poutres avec une précision acquise. Il répara le toit affaissé, remplaça les planches usées, renforça les limites du terrain. Chaque coup de marteau semblait lui retirer un fragment de honte. Maya soignait le terrain avec une résolution douce. Elle dispersa des graines de fleurs sauvages près des marches, du lin bleu, des échinacées des prairies, expliquant que la terre méritait de la couleur après tant de froid.
Elle cousit des couvertures à partir de morceaux de tissu, fredonnant des mélodies dont les notes réchauffaient même les matins les plus glacés. Elle s'accroupit dans la terre avec ses filles, leur apprenant à déposer les jeunes racines dans le sol avec douceur. La joie des enfants se répandit dans la clairière comme un rayon de soleil. Ils couraient après Thor près du tas de bois, aidaient Jack à transporter des clous, ramassaient des pierres pour border les parterres de fleurs. La cabane ne ressemblait plus à un refuge temporaire. Elle devenait un foyer, avec des racines plus profondes que la terre gelée. Un soir, quand le ciel devint ambré derrière les crêtes, Maya sortit sur le porche et observa Jack poser la dernière planche de la nouvelle pièce. Il se redressa, essuya la sueur de son front du revers de la main et leva les yeux vers elle. Il y avait dans cet échange une compréhension, de la gratitude, un optimisme prudent. Deux existences autrefois brisées se réassemblaient avec soin. Ensemble, fragment après fragment, lever de soleil après lever de soleil. Et pour la première fois depuis la tempête, demain ne semblait plus être une menace. Le printemps arriva au Montana comme un invité timide, effleurant les champs de touches hésitantes de verre. Des plaques de neige persistaient dans les zones ombragées, mais la brise portait une douceur nouvelle. Un matin, Jack chargea le camion de couverture, de plusieurs cadeaux enveloppés de papier brun et de provisions pour le long trajet. Thor sauta sur le siège arrière, la queue remuant d'impatience. Maya se tenait sur le porche dans une robe bleue fluide qui rehaussait le bronze profond de sa peau. Ses cheveux sombres et brillants étaient ornés d'une perle blanche que sa mère lui avait offerte des années plus tôt. Les enfants se tenaient près d'elle, chacun portant un petit collier de pierres polies. Il y avait dans leurs yeux une anticipation anxieuse. Ils n'avaient jamais voyagé si loin de leur foyer, et pourtant, aujourd'hui, ils retournaient dans un endroit qui avait autrefois inspiré la peur, mais qui représentait désormais la voie vers leur avenir. La route vers la réserve serpentait entre collines et sapins majestueux. Le paysage devenait familier pour Maya, à la fois tendre et douloureux. Lorsqu'ils atteignirent l'aire de rassemblement, un ensemble de modestes maisons entourant un grand hall communautaire, son souffle se coupa. Sur les marches se tenait sa mère, Helena Thunderhawk, une femme d'une 50aine d'années, les cheveux striés d'argent tressés fermement, des pommettes marquées et des yeux portant à la fois le poids d'un chagrin ancien et d'une force intacte. Sa stature était solide, et bien que la perte ait sculpté de fines lignes autour de sa bouche, sa posture exprimait l'endurance tranquille de quelqu'un qui avait traversé plus que beaucoup d'autres. Lorsque Maya se précipita dans ses bras, Helena la serra avec un mélange de réconfort et de douleur. Elle caressa les visages des enfants, murmura leur nom Lakota et bénit chacun d'un baiser sur le front. Puis elle se tourna vers Jack. Il ôta son chapeau avec respect. « Madame, dit-il doucement, sa voix plus basse qu'à l'accoutumée, empreinte d'humilité. » Helena l'observa. Son regard était assez perçant pour révéler la vérité derrière les paroles de n'importe quel homme. Elle remarqua la tension dans sa mâchoire, la fatigue accrochée comme une ombre derrière ses yeux maîtrisés, la discipline silencieuse dans sa posture. Un guerrier, le reconnut-elle aussitôt, un homme portant plus de poids qu'il ne le laissait paraître. Sans un mot, elle lui fit signe de la suivre dans la salle commune. L'endroit dégageait une chaleur sacrée. Des couvertures faites main ornaient les murs, des battements doux et rythmiques venaient d'un haut-parleur au loin, et l'air portait le parfum subtil de la sauge. Ils s'assirent face à face. Maya était tout près, l'enfant sur ses genoux. Jack posa les paumes sur ses genoux, prêt à révéler le secret qu'il portait depuis 15 ans. Il commença par la tempête d'hiver, la route glacée, l'instant où le véhicule avait glissé vers le vide. Il décrivit l'homme Lakota apparu dans le brouillard comme un protecteur, les mains qu'il avait enveloppées d'une couverture, les efforts désespérés pour le tirer de là. Sa voix faiblit en décrivant le moment où la terre s'était effondrée sous les pieds de cet homme. Le silence remplit la pièce lorsqu'il conclut. Helena ferma les yeux. Une seule larme roula sur sa joue, mais il n'y avait pas de colère, seulement la libération tant attendue d'un deuil qu'elle n'avait jamais pu achever.
Elle posa une main sur son cœur. « Il est retourné à la terre en protégeant une autre âme, » souffla-t-elle. « C'est ainsi qu'un guerrier part. Il ne voudrait pas que la culpabilité demeure là où la gratitude doit vivre. » Jack inclina la tête, le réconfort teinté d'amertume. Rien ne pouvait effacer ce qui s'était passé, mais le pardon, donné librement, relâchait une tension qui vivait en lui depuis des années. Elena pose doucement la main sur son bras. « Dis-moi tes intentions envers ma fille. » Jack leva les yeux, résolu. « Rester à ses côtés, » répondit-il. « Offrir à ses enfants un foyer sûr. Faire en sorte qu'aucun d'eux n'endure un autre hiver seul. » Elle hocha la tête une fois. C'était suffisant. Ce soir-là, la salle communautaire s'emplit d'accueils murmurés et du bruissement des habits cérémoniels. L'atmosphère rayonnait d'une chaleur qui ne venait pas du feu, mais de proches rassemblés avec affection et espoir. Maya se tenait près de l'avant, son châle orné d'un nouveau motif d'éclair, non plus pour symboliser une fin, mais un commencement. Jack s'avança, tenant une fine bague d'argent. Il y avait gravé un petit éclair, hommage discret à la couverture et à l'homme qui lui avait sauvé la vie. Ses mains tremblaient légèrement, non de nervosité mais de respect. Il regarda Maya, la femme qui avait traversé des tempêtes qu'il ne pourrait jamais imaginer, et déclara « Si tu me le permets, je souhaite consacrer mes jours à faire en sorte que toi et les enfants ne traversiez plus jamais une seule tempête seule. » Le souffle de Maya se suspendit, ses yeux brillèrent. Elle acquiesça. Elena et plusieurs aînés s'approchèrent, portant une couverture étoilée. Une magnifique étoffe cousue dans des bleus intenses, des verts profonds et des rouges crépusculaires. Ils la posèrent sur les épaules de Jack et Maya, les unissant sous une seule étreinte partagée. Elle représentait l'abri, l'unité et l'union des chemins. Un cercle se forma autour d'eux, proches, voisins, aînés, enfants, se tenant la main. Un chant doux s'éleva, ancien et tendre, consacrant leur lien. Thor tourna autour du rassemblement, un petit ruban attaché à son collier, provoquant quelques rires discrets. Il devenait, officieusement, le témoin à quatre pattes de la cérémonie. Le mariage était humble, sincère, profondément enraciné, dans l'héritage autant que dans l'avenir. Il appartenait autant à l'histoire qu'il réparait, qu'au jour qu'ils étaient en train de construire. Quand ils revinrent à la propriété quelques jours plus tard, le terrain paraissait plus vivant. Le givre fondant révélait des touffes d'herbes tenaces. Les enfants couraient à travers la clairière avec une liberté qui sonnait comme une mélodie. Jack se tenait aux côtés de Maya sur le porche, alors que le soleil se couchait sur les plaines du Montana. Ses doigts trouvèrent les siens. Sa tête se posa contre son épaule. « Ce sol me semblait vide autrefois, » murmura-t-il, « comme si ma vie n'était que givre et silence. » Maya regarda les enfants jouer, leur joie résonnant dans la cour. Thor aboya une fois, sautant à leur suite. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Jack serra sa main. « Maintenant, les saisons froides me paraissent moins amères. Pas quand tu es là. » Elle sourit, se blottissant contre lui, et ensemble, ils observèrent leur famille. Nouvelle, imparfaite, merveilleuse, s'ancrée dans un lieu qui autrefois ne connaissait que le chagrin. Dans la lumière qui déclinait, la terre recommença à respirer. Et pour la première fois depuis d'innombrables années, eux aussi. Certains croient que les miracles arrivent avec le tonnerre, des êtres célestes ou des messages tracés dans le ciel. Mais parfois, un miracle ressemble à un vétéran fatigué, immobile sur une route gelée. Parfois, il prend la forme d'une mère qui refuse d'abandonner, même quand tout lui dit qu'elle devrait. Et parfois, il ressemble à deux vies brisées, se retrouvant à l'instant précis où le destin décide qu'elles ont porté assez de peine. C'est peut-être ça le vrai message ici. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi les tempêtes surviennent. Nous ne saisissons pas toujours pourquoi nous perdons ceux que nous aimons, ou pourquoi le chemin devient si difficile que nos jambes semblent prêtes à céder. Mais Dieu envoie des âmes dans nos vies, au moment parfait, à la saison juste, pour nous montrer qu'aucun froid ne dure éternellement. Si tu regardes ceci ce soir et que tu as l'impression que la vie est glaciale depuis bien trop longtemps, tiens bon. Le salut ne vient pas toujours dans le fracas. Parfois, il s'approche doucement, tendrement, comme des doigts qui traversent le givre.
Et si cette histoire a touché ton âme, transmets-la à ton tour, afin qu'une autre personne se sente un peu moins seule. Laisse un commentaire, dis-nous quel moment a le plus résonné en toi. Et si tu souhaites entendre d'autres récits de foi, de renouveau et de nouveaux départs, abonne-toi et rejoins notre communauté ici. Que Dieu t'accorde ses bénédictions, te protège à travers chaque tempête et te rappelle au moment juste que nul d'entre nous n'est destiné à faire ce voyage seul. Amen.